Ayez une merveilleuse journée. Appréciez l'histoire, tout le monde. La pluie mortelle contre la fenêtre du taxi comme une section de percussion en colère. Emily Carter serre l'invitation en relief doré entre des doigts tremblants, essayant de ne pas étaler l'encre avec ses paumes moites. 27 ans, 2 emplois, un compte bancaire qui pleure pratiquement. Et maintenant ça, le mariage de sa riche cousine pour lequel elle a à peine les bons vêtements. Numéro 47, Belmont Estate, annonce le chauffeur, et l'estomac d'Emily fait un saut périlleux complet. La maison est un château moderne en verre et en pierre, éclairé comme un vaisseau spatial qui vient d'atterrir dans les Hollywood Hills. Des voitures qui coûtent plus que son appartement entier sont garées dans l'allée circulaire. Emily ajuste sa robe noire empruntée, la seule chose vaguement élégante qui lui allait, et prend une profonde inspiration. 3 heures. J'ai juste besoin de survivre 3 heures. La salle de bal principale fourmille de l'élite de LA. Le champagne coule comme de l'eau. Les diamants scintillent sous les lustres en cristal et Emily se sent comme une imposture dans un film dans lequel elle n'était jamais censée être. Elle attrape une flûte d'un serveur qui passe, plus pour avoir quelque chose à tenir que pour réellement boire. Emily. La voix perçante de sa cousine Sophia coupe à travers le bavardage. Elle apparaît comme un ouragan de soie blanche et de sourires forcés. « Je suis si contente que tu aies pu venir. Tu te souviens d'Ethan, n'est-ce pas? » Emily ne se souvient pas, mais elle sourit et salue l'homme en smoking coûteux qui lui jette à peine un coup d'œil. « Laissez-moi vous présenter quelques personnes, » continue Sophia, traînant déjà Emily par le bras. Il y a des propriétaires d'entreprises ici qui pourraient vous aider avec. Qu'est-ce que vous faites encore? Je travaille dans 2 cafés pour payer le loyer. J'explore des opportunités. Emily répond diplomatiquement. La nuit traîne comme de la mélasse. Emily sourit jusqu'à ce que sa mâchoire fasse mal, fait de petites conversations sur des sujets qu'elle ne comprend pas, et boit assez de champagne pour que le monde devienne légèrement flou sur les bords. Quand elle réussit enfin à s'échapper dans le jardin, il est presque minuit. L'air frais est un soulagement. Emily s'effondre sur un banc en pierre à côté d'une fontaine illuminée, enlevant les talons empruntés qui lui tuent les pieds. La musique de la fête devient étouffée à l'intérieur, se mélangeant au doux son de l'eau. S'échappant aussi. Emily saute presque du banc. De l'autre côté de la fontaine, à moitié caché dans les ombres, est assis un homme. Il est perché sur les marches de marbre. Nœud papillon desserré, cheveux noirs ébouriffés par ses doigts. Même dans la faible lumière, elle peut voir qu'il est dévastateur beau. Le genre d'homme qui ne remarquerait généralement pas son existence. « Désolé, je ne vous avais pas vu là, » balbutie-t-elle, essayant de remettre ses chaussures. « Ne vous excusez pas d'exister. » Il y a quelque chose dans sa voix, fatigué, mais doux. La fête est assez horrible de toute façon. Emily rit, surprise par sa franchise. Je pensais que c'était juste moi. Tout le monde à l'intérieur semble passer un si bon moment. Tout le monde à l'intérieur fait semblant. Il se lève et Emily réalise qu'il est grand, élégant d'une manière qui semble sans effort, moi y compris. Jusqu'à 5 minutes auparavant, il tombe dans un silence confortable. Juste le son de l'eau entre eux. Emily devrait retourner à l'intérieur, trouver Sophia, faire plus de réseautage forcé. Mais il y a quelque chose chez cet étranger magnifique qui lui donne envie de rester. « Connaissez-vous la mariée et le marié? » demande-t-elle. Ethan est, disons, une connaissance d'affaires. Il fait une pause. « Et vous? » Sophia est ma cousine, en quelque sorte. Nos mères étaient une cousine, donc techniquement, nous sommes cousins au second degré. Je ne sais pas. La famille est compliquée, il rit, et le son est étonnamment chaleureux. Toutes les familles le sont. Emily l'étudie dans l'obscurité. Il y a une tristesse en lui qu'elle reconnaît. La même qu'elle voit dans le miroir quand elle pense que personne ne regarde. Puis-je demander pourquoi vous vous cachiez ici? Parfois, vous avez besoin d'une pause d'être qui tout le monde s'attend à ce que vous soyez. Wow! Emily sent quelque chose remuer dans sa poitrine. Je comprends ce que là complètement.
Vraiment, absolument. Elle se penche en avant. Aujourd'hui, j'ai tellement souri que mon visage fait mal. J'ai fait semblant de comprendre des conversations sur des vins qui coûtent plus cher que mon loyer. J'ai agi comme quelqu'un que je ne suis absolument pas. Et qui êtes-vous vraiment? La question prend Emily au dépourvu. Quand était la dernière fois que quelqu'un a demandé cela pour de vrai? Je travaille beaucoup, peut-être trop. J'aime les livres plus que les gens la plupart du temps. Je suis terrible en bavardage, mais apparemment bonne à faire semblant que non. Et vous? Il hésite. Ce soir? Ce soir, je suis juste un gars qui ne veut pas retourner à cette fête. Le silence qui suit est confortable, plein de possibilités inexprimées. Emily peut entendre son propre cœur battre plus vite. Merci, dit-elle soudainement. Pourquoi? Pour m'avoir laissé être réel pendant 5 minutes. Il se rapproche et Emily attrape son odeur, quelque chose de chair et de masculin qui lui donne envie de respirer plus profondément. Merci à vous aussi. Quelque chose d'électrique se passe entre eux, quelque chose de dangereux et de merveilleux. Emily sait qu'elle devrait s'éloigner, retourner à la fête, à sa vraie vie. Mais quand il tend la main pour toucher son visage, elle ne se retire pas. Je ne connais même pas votre nom, chuchote-t-elle. Ce soir, cela n'a pas d'importance. Et puis il l'embrasse. C'est doux au début, hésitant, comme une question, mais quand Emily répond, quand ses mains trouvent sa poitrine, le baiser s'approfondit. C'est désespéré et doux et complètement inattendu. C'est le genre de baiser dont elle avait lu dans les livres, mais qu'elle n'avait jamais pensé lui arriverait quand ils se séparent. Les deux sont à bout de souffle, je devrais. Emily commence mais ne finit pas parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle devrait faire. Je sais. Il touche son front au sien. Moi aussi. Ils s'embrassent de nouveau, plus urgent cette fois. Emily a l'impression de se réveiller d'un rêve d'un an, comme si elle vivait enfin au lieu de juste survivre. Un son vient de la maison des voix, des rires, les sons de la fête continuant sans eux. La réalité s'écrase en retour comme un seau d'eau froide. Je dois y aller, dit Emily s'éloignant. C'est fou. Attendez. Il lui attrape la main. Au moins, dites-moi. Mais Emily court déjà vers la maison, cœur battant comme un tambour, lèvres encore picotantes du baiser. Elle ne regarde pas en arrière, ne se fait pas confiance pour ne pas courir directement dans ses bras. À l'intérieur, la fête continue comme si rien n'avait changé. Mais tout a changé. Emily a changé. Ce baiser, cet homme, c'était réel. Même si cela n'a duré que quelques minutes parfaites, impossible. Elle trouve Sophia sur la piste de danse, ivre et radieuse. « Emily, où étais-tu ici? Je t'ai cherché partout, juste prendre de l'air. Eh bien, la fête chauffe vraiment maintenant. Venez, il y a des gars que je veux vous présenter, mais Emily n'écoute plus. Ses doigts touchent ses lèvres, sentant toujours le fantôme de ce baiser. Qui était-il? Le reverra-t-elle? Est-ce que ça importe? Peut-être que c'était juste un moment magique destiné à vivre en mémoire. Peut-être que c'était le début de quelque chose qui changera sa vie pour toujours. Une chose qu'elle sait avec certitude, elle n'oubliera jamais l'homme mystérieux dans le jardin et le baiser qui l'a fait se sentir pour la première fois depuis des années vraiment vivantes. Le réveil d'Emily crie à 6 heures comme une accusation. Elle le claque en silence et regrette immédiatement d'exister. Le champagne de la nuit dernière a mis en scène une rébellion complète dans son crâne et sa bouche a le goût d'avoir fait des gargarismes avec des regrets. Mais alors les souvenirs inondent d'en retour le jardin. La fontaine, lui, et soudain la gueule de bois n'importe plus. Elle touche ses lèvres se souvenant. Est-ce que cela est vraiment arrivé? La chose entière ressemble à un rêve induit par le champagne. Trop parfait et cinématique pour être réel. Mais elle peut toujours sentir la pression fantôme de sa bouche contre la sienne. Toujours sentir ce coûteux eau de Cologne. Obtenez-le ensemble, Carter, marmonne-t-elle, se traînant à la salle de bain. C'était juste un baiser. Les gens s'embrassent au mariage tout le temps. Cela ne signifie rien, mais même en le disant, elle sait qu'elle se ment à elle-même.
Une heure plus tard, elle court à travers le centre-ville de Lay sur son vélo, esquivant les Uber et les camions de livraison avec la confiance insouciante de quelqu'un qui a fait ce voyage 1000 fois. Son premier emploi est chez Brewhaven, un minuscule café artisanal niché entre une librairie vintage et une boutique branchée à Silver Lake. Tu as l'air terrible, annonce Chloé, sa collègue et meilleure amie, au moment où Emily entre. Chloé a 22 ans, perpétuellement optimiste, et n'a jamais rencontré une situation qu'elle ne pourrait améliorer avec des ragots et de la caféine. Merci. Avait vraiment besoin de ce coup de pouce de confiance ce matin. Fin de soirée au mariage chic, Chloé attache son tablier avec une déficience pratique. As-tu rencontré des hommes riches célibataires? S'il te plaît, dis-moi que tu as au moins eu une carte de visite. Emily s'occupe de la machine à expresso. Ce n'était pas vraiment ce genre de fête, Emily. Chloé s'arrête en plein mouvement, la fixant d'un regard. Je te connais depuis 3 ans. Tu es radieuse. Je ne suis pas radieuse. J'ai la gueule de bois et je suis caféinée. Ce n'est pas la même chose. Chloé sourit. Alors, qui était-il? Avant qu'Emily ne puisse nier quoi que ce soit, la sonnette de la porte annonce leur premier client de la journée. Emily lève les yeux sourire automatique prêt et laisse tomber promptement le porte-filtre qu'elle tient debout dans l'embrasure de la porte, l'air aussi choqué qu'elle se sent. Et lui, l'homme mystérieux du jardin à la lumière du jour. Il est encore plus dévastateur, grand aux épaules larges, avec ses mêmes yeux sombres qui semblent ne voir à travers elle la nuit dernière. Mais maintenant, il porte un costume coûteux qui coûte probablement plus que ce qu'elle gagne en 6 mois. Et il y a quelque chose de différent chez lui, quelque chose de plus froid. Saint Molly, chuchote Chloé. C'est Nathan Brooks. Le nom frappe Emily comme un train de marchandises. Nathan Brooks, comme dans Brooks Enterprises, comme dans le PDG milliardaire, qui est en couverture du magazine Fortune tous les 2 mois. Comme dans l'homme qui est célèbre pour être brillant, impitoyable et complètement intouchable. J'ai embrassé Nathan Brooks. Les yeux de Nathan trouvent les siens à travers le petit café. Et pour un moment, aucun des deux ne bouge. Emily peut voir le moment exact où la reconnaissance naît sur son visage, suivie immédiatement par quelque chose qui ressemble à de la panique. Puis-je vous aider? La voix d'Emily sort plus petite que prévu. Nathan s'approche du comptoir et Emily remarque qu'il bouge différemment de la nuit dernière. Plus contrôlé, plus gardé. L'intimité facile du jardin a été remplacée par un mur de distance professionnelle. Café noir, grand, dit-il, sa voix sèche. D'affaires arrivant tout de suite. Les mains d'Emily tremblent légèrement alors qu'elle opère la machine à expresso. C'est surréaliste. L'homme qui l'a embrassée comme si elle était la seule femme au monde est debout dans son café agissant comme si elle était juste une autre travailleuse de service. Ce qu'elle réalise avec un sentiment de malaise est exactement ce qu'elle est pour lui. Chloé, que Dieu la bénisse, semble comprendre la tension sans connaître les détails. Elle s'occupe de l'inventaire, leur donnant de l'espace tout en restant assez proche pour intervenir si nécessaire. Emily tend son café à Nathan, attentive à ne pas laisser leurs doigts se toucher. Ce sera 4,50 $. Il sort son portefeuille cuir, cher, valant probablement plus que son vélo, et place un 20 sur le comptoir. Gardez la monnaie. Le pourboire est assez généreux pour payer des courses pour une semaine. Mais cela ressemble à une insulte, comme s'il essayait d'acheter son silence, ou pire, sa gratitude. Je n'ai pas besoin de charité, dit Emily doucement. La mâchoire de Nathan se serre. Ce n'est pas de la charité. C'est un paiement pour un service. Les mots piquent plus qu'ils ne devraient. Emily redresse sa colonne vertébrale, puisant dans chaque once de fierté que sa grand-mère lui avait jamais inculquée. Bien. Eh bien, profitez de votre café, Monsieur Brooks. Pendant un moment, quelque chose vacille dans les yeux de Nathan. Regret peut-être, ou reconnaissance de la dureté de son ton. Mais ensuite c'est parti, remplacé par ce même masque corporatif. Merci, dit-il formellement, et se tourne pour partir.
Il est presque à la porte quand la bouche d'Emily s'ouvre avant que son cerveau ne puisse l'arrêter. Avez-vous au moins apprécié le mariage? Nathan se fige, sa main sur la poignée de la porte. Il la regarde en arrière, et cette fois elle peut voir au-delà de la façade de l'homme d'affaires jusqu'à l'homme qui l'avait tenu au clair de lune. Des parties de cela, dit-il doucement. Puis il est parti, laissant Emily fixer une porte qui oscille toujours et qu'un billet de 20 $ qui semble brûler un trou dans le comptoir. D'accord, dit Chloé dans ce silence. Qu'est-ce que c'était que ça? Dehors, Emily s'enfonce sur un tabouret derrière le comptoir, soudainement épuisée. C'était moi apprenant que les contes de fées n'arrivent pas aux filles comme moi. Emily, je l'ai embrassée. Les mots tombent avant qu'elle ne puisse les arrêter. La nuit dernière au mariage, j'ai embrassé Nathan Sacré Brooks, et je n'avais aucune idée de qui il était. Les yeux de Chloé s'écarquillent. Toi quoi? Il faisait sombre et il était juste. Il était cet homme triste et beau se cachant de la fête, et nous avons parlé. Et puis Emily couvre son visage avec ses mains. Gosh, il doit penser que je suis une sorte de croqueuse de diamants comme si je l'avais planifié ou quelque chose. Ou Chloé dit doucement, il panique parce qu'il a baissé sa garde avec quelqu'un de réel, et maintenant il ne sait pas comment le gérer. Emily lève les yeux. Que voulez-vous dire? Pensez-y. Quand était la dernière fois que Nathan Brooks a eu une conversation avec quelqu'un qui ne savait pas qui il était? Quand était la dernière fois qu'une femme l'a embrassé juste parce qu'elle le voulait? Pas à cause de son compte bancaire, mais il était si froid tout à l'heure, si dédaigneux. Peut-être que c'est son mécanisme de défense. Chloé s'assied sur le tabouret à côté d'elle. Les gars riches comme ça, ils ne savent pas comment être de vraies personnes. Ils jouent toujours un rôle, se protégeant toujours. Emily veut croire son ami, mais la piqûre de la froideur de Nathan est encore fraîche. Cela n'a pas d'importance de toute façon. Nous vivons dans des mondes complètement différents. Vous plaisantez? Il a probablement plus d'argent dans son portefeuille que ce que je gagne en un an. Je ne parle pas d'argent, Emily. Je parle de chimie. Et d'après ce que je viens de témoigner, vous deux avez assez de chimie pour alimenter tout ce quartier. Avant qu'Emily ne puisse répondre, son téléphone vibre avec un message de son autre travail. Le cabinet comptable a besoin qu'elle vienne tôt. Leur comptable habituel a appelé malade. « Je dois y aller, » dit Emily, attrapant son sac. « Peux-tu gérer la ruée du matin? »« Bien sûr, mais Emily... » Chloé lui attrape le bras. « Ne rayez pas ça encore. Parfois, les meilleures choses viennent des endroits les plus inattendus. » Alors qu'Emily traverse la ville à vélo pour son deuxième emploi, elle ne peut pas se débarrasser du sentiment que sa vie vient de changer d'axe. Le souvenir du baiser de Nathan fait la guerre avec la réalité de sa froideur, la laissant confuse et étrangement pleine d'espoir. Malgré elle, elle ne remarque pas la berline noire qui la suit à une distance discrète, ou la façon dont Nathan la regarde depuis le siège passager, son café refroidissant dans ses mains, alors qu'il lutte avec des émotions qu'il pensait avoir enterrées il y a des années. 20 minutes plus tard, Nathan est assis dans son bureau d'angle au 42e étage de la Tour Brooks, regardant la ligne d'horizon de LA sans vraiment la voir. Son assistant, Lucas, entre sans frapper un privilège gagné grâce à 5 ans de gestion de l'emploi du temps impossible de Nathan. « Votre rendez-vous de 14 heures est annulé, » annonce Lucas, posant une pile de contrats. Quelque chose à propos de la fusion étant retardé. Nathan ne répond pas. Il pense à la façon dont le visage d'Emily est tombé quand il l'a traitée comme une étrangère. La blessure dans ses yeux quand il avait laissé ce vin sur le comptoir, comme si elle n'était qu'une autre transaction. « Monsieur, Lucas s'aventure. Tout va bien? » « Bien, m'en Nathan se retournant vers son bureau. « Quoi ensuite? » Mais Lucas a été avec lui assez longtemps pour reconnaître les signes. « Si je peux me permettre, vous semblez distrait. » Quelque chose est-il arrivé au mariage la nuit dernière? Quelque chose est arrivé. D'accord. Nathan avait passé tout le trajet jusqu'au bureau à débattre s'il devait retourner à ce café pour essayer de s'expliquer. Mais expliquer quoi? Qu'il avait oublié comment être humain autour de quelqu'un qui ne voulait rien de lui.
Juste fatigué, dit-il à la place. Longue nuit, Lucas hoche la tête. Mais Nathan peut voir le scepticisme dans son expression. Eh bien, votre après-midi est libre maintenant. Peut-être prenez un peu de temps pour recharger. Après que Lucas parte, Nathan sort les images de sécurité du mariage sur son téléphone. Son chef de sécurité les avait envoyées ce matin protocole standard pour tout événement auquel il assiste. Il avance rapidement à travers des heures d'images jusqu'à ce qu'il trouve ce qu'il cherche. Là, capturé en noir et blanc granuleux, est le moment où tout a changé. Emily courante du jardin, cheveux volants derrière elle, ayant l'air d'avoir juste vu un fantôme ou en avoir embrassé un. Nathan ferme la vidéo et se penche en arrière dans sa chaise. Pour la première fois depuis des années, il n'a aucune idée de ce qu'il doit faire ensuite. Tout ce qu'il sait, c'est que ce pourboire de 20 $ était la chose la plus stupide qu'il ait jamais faite de sa vie. Et ça veut dire quelque chose. Nathan fixe le rapport financier étalé sur son bureau en acajou, mais les chiffres se brouillent ensemble comme de l'ordre abstrait. 3 jours se sont écoulés depuis la rencontre au café, et il ne peut se concentrer sur rien d'autre que le visage d'Emily quand il l'a renvoyé si froidement. Je n'ai pas besoin de charité. Zut! Il avait géré ça comme un amateur, comme un morveux de fonds fiduciaires qui n'avait jamais interagi avec de vraies personnes, ce qui, pense-t-il amèrement, pourrait ne plus être loin de la vérité. Lucas entre sans frapper, un privilège gagné grâce à 5 ans de gestion de la vie de Nathan avec une efficacité impitoyable. Votre rendez-vous de 14 heures est annulé. Quelque chose à propos d'une intoxication alimentaire, bien que je soupçonne que ce soit plus à propos de la baisse du marché boursier. Nathan ne lève pas les yeux des rapports qu'il ne lit pas réellement. Reprogrammé pour la semaine prochaine. Déjà fait. Lucas fait une pause. Monsieur, je ne veux pas outrepasser, mais vous avez été distrait dernièrement. Tout va bien? Distrait est un euphémisme. Nathan a passé la majeure partie de 3 jours à mener ce qui ne peut être décrit que comme un léger harcèlement, passant devant Brewhaven à diverses heures, sans jamais entrer. Il sait qu'Emily y travaille de 7 heures du matin à 14 heures, puis se dirige vers son deuxième emploi chez Miller et Associés, un petit cabinet comptable à Mid-City. Il sait cela parce qu'il a peut-être fait faire à son équipe de sécurité une vérification d'antécédents complètement inutile et probablement inappropriée. Je vais bien, Lucas, juste en train de travailler sur une planification stratégique. Lucas lève un sourcil mais ne pousse pas. Eh bien, il y a eu un développement intéressant. Le comte Miller et Associés. La tête de Nathan se relève brusquement. Qu'est-ce qu'il y a? Ils demandent une réunion d'urgence. Apparemment, ils ont découvert des écarts dans leurs livres et ont besoin de notre équipe de comptabilité légale pour régler ça. Des petites pommes de terre, vraiment, mais ils sont prêts à payer des tarifs premium pour la discrétion. Le pouls de Nathan s'accélère. Miller est associé le deuxième emploi d'Emily. Quand veulent-ils se rencontrer? Cet après-midi, si possible, je leur ai dit que vous ne gériez pas habituellement des comptes aussi petits, mais ils vous ont spécifiquement demandé. On dit qu'ils avaient entendu parler de votre touche personnelle avec les affaires sensibles. Nathan tend déjà la main vers sa veste. Libérez mon après-midi. Je prendrai la réunion personnellement, monsieur. Lucas a l'air confus. Ce n'est vraiment pas nécessaire pour vous deux, j'ai dit. Je vais m'en occuper personnellement, Lucas. 20 minutes plus tard, Nathan est debout devant le modeste immeuble de bureau qui abrite Miller et Associés, remettant en question chaque décision qui l'a mené à ce moment. C'est insensé. Il est le PDG d'une entreprise d'1 milliard de dollars, et il court après une barista qui ne veut clairement rien avoir à faire avec lui. Mais il ne peut pas se débarrasser du souvenir de ce baiser, ou de la façon dont Emily l'avait regardé dans le jardin, comme s'il était juste un homme, pas un compte bancaire ambulant. Les bureaux de Miller et Associés sont exactement ce à quoi il s'attendait. Exigus, dépassés et sentant faiblement le vieux café et le toner de machine à café. La réceptionniste, une femme d'une 60aine d'années aux yeux bienveillants, lève les yeux alors qu'il entre.
Monsieur Brooks, nous ne vous attendions pas si tôt. Je suis Margaret. Nous avons parlé au téléphone. Monsieur Miller termine juste avec un client, mais il sera tout de suite avec vous. En fait, dit Nathan, improvisant follement, j'espérais jeter un premier coup d'œil au livre d'abord, avoir une idée de la portée avant de commencer. Je comprends que vous avez quelqu'un ici qui fait la comptabilité. Oh oui, Emily, elle est merveilleuse, nous aide à nous organiser depuis l'année dernière. Laissez-moi l'appeler pour vous. Le cœur de Nathan commence à marteler alors que Margaret disparaît dans un couloir étroit. C'est ça. Pas de retour en arrière maintenant. Il espère juste qu'Emily ne lui lancera rien à la tête quand elle le verra. Un moment plus tard, des pas résonnent dans le couloir, suivis par la voix de Margaret. Emily, ma chère, il y a quelqu'un ici de Brooks Enterprises qui aimerait discuter des livres avec vous. Emily apparaît dans l'embrasure de la porte, les bras pleins de registres et se fige quand elle le voit. Pendant une seconde, aucun des deux ne bouge. Puis les yeux d'Emily se rétrécissent dangereusement. « Que faites-vous ici ?» demande-t-elle, sa voix soigneusement contrôlée. Margaret regarde entre eux, la confusion évidente. « Vous vous connaissez ?»« Nous nous sommes rencontrés, » dit Nathan soigneusement. Brièvement, Emily pose les registres avec plus de force que nécessaire. « Margaret, pourriez-vous nous accorder un moment, s'il vous plaît? » Une fois seule, Emily croise les bras et le fixe d'un regard qui pourrait faire fondre l'acier. « Je vais vous demander de nouveau, que faites-vous ici? » Myler et associés ont appelé pour une consultation. « Ce n'est pas ce que je veux dire. Et vous le savez. » La voix d'Emily est basse. « Dangereuse. Est-ce que vous me suivez? » Nathan sent la chaleur monter dans son cou. Cela serait inapproprié. Ce n'est pas un non. Regardez, je sais ce que cela semble. Ce que cela semble. Emily s'approche et Nathan attrape cette odeur subtile qu'il se souvient du jardin. Quelque chose de propre et de chaud qui n'a rien à voir avec un parfum coûteux. Cela semble être un PDG milliardaire qui n'a rien de mieux à faire que de s'amuser avec l'aide. Les mots frappent comme une gifle. Ce n'est pas « je ne ferai jamais ». Ne le feriez-vous pas? Les yeux d'Emily brillent, parce que d'où je me tiens, cela ressemble beaucoup à l'idée de divertissement d'un riche. Trouvez la fille naïve. Trompez-la. Voyez jusqu'où vous pouvez la pousser avant qu'elle ne casse. Vous vous trompez. Les mots sortent plus brusques qu'ils ne l'avaient voulu. Tout cela est faux. Alors expliquez-le-moi. La voix d'Emily s'adoucit légèrement, mais sa posture reste prudente parce que j'ai vraiment du mal à comprendre pourquoi Nathan Brooks est debout dans un bureau de comptabilité exigu à Mid-City. Nathan la regarde vraiment, finit la robe noire élégante du mariage. Au lieu de cela, elle porte un jean et un simple pull bleu qui fait ressortir ses yeux. Ses cheveux sont attachés en une queue de cheval pratique et elle a une petite tache d'encre sur le pouce due à ce sur quoi elle travaillait. Elle a l'air réelle et belle et complètement hors de sa ligue de toutes les manières qui comptent. « Je suis venu parce que je vous dois des excuses, dit-il finalement. La façon dont j'ai agi au café était inexcusable. Vous avez raison. C'était le cas. J'ai paniqué. Emily cligne des yeux, ne s'attendant clairement pas à cet aveu. Vous avez paniqué quand je vous ai vu là dans votre monde être vous-même. Je ne savais pas comment gérer ça. J'ai passé tant d'années à être Nathan Brooks PDG que j'ai oublié comment être juste Nate. Quelque chose change dans l'expression d'Emily. Nate, c'est comme ça que mes amis m'appelaient avant. Il passe une main dans ses cheveux. Avant que je ne devienne ça, et qu'est-ce que c'est exactement? Nathan gesticule vaguement vers son costume coûteux, son apparence soigneusement coiffée, une forteresse, une performance, une façon de tenir les gens à distance pour ne jamais avoir à risquer. Il s'interrompt. Risquer quoi? Être rejeté pour qui je suis vraiment au lieu de ce que j'ai. La confession plane entre eux comme un pont. Ni l'un ni l'autre n'est sûr de devoir le traverser. Emily étudie son visage et Nathan se force à rester immobile sous son examen pour la laisser voir au-delà de l'armure qu'il a passé des années à construire. « L'homme dans le jardin, dit-elle lentement, c'était vraiment vous.
C'était plus moi que je ne l'ai été depuis des années. Emily est silencieuse pendant un long moment. Quand elle parle de nouveau, sa voix est plus douce. Vous m'avez vraiment blessé, vous savez, avec le pourboire, comme si vous essayiez d'acheter votre chemin pour ne pas avoir à reconnaître ce qui s'est passé entre nous. Je sais. Je suis désolé. J'ai mal géré ça parce que j'étais terrifié. De quoi? De combien je voulais demander votre numéro? De combien je ne voulais pas que ce moment se termine? Nathan fait un pas prudent de plus. De combien je voulais vous embrasser de nouveau? Le souffle d'Emily se coupe. Nate, je sais que c'est fou. Je sais que nous venons de mondes différents, mais je n'arrive pas à arrêter de penser à vous, Emily. À ce baiser, à la façon dont vous m'avez regardé comme si je valais quelque chose au-delà de ma valeur nette. Avant qu'Emily ne puisse répondre, la voix de Margaret l'appelle du couloir. Emily, tout va bien là-dedans? Monsieur Miller est prêt quand vous l'êtes. Le sort est brisé. Emily recule, serrant ses bras autour d'elle comme une armure. Je dois retourner au travail. Emily, attendez. Numéro, elle secoue la tête. C'est mon travail, Nate, ma vraie vie. Je ne peux pas me permettre de le gâcher pour n'importe quoi. Elle a raison, et Nathan le sait. Mais alors qu'elle rassemble les registres et se dirige vers la porte, il ne peut pas la laisser partir sans essayer une dernière fois. Dîner avec moi. Emily s'arrête, sa main sur le cadre de la porte. Quoi? Ce soir? Dîner? Quelque part de calme où nous pourrons parler sans interruption ni malentendu. Je ne peux pas me permettre des restaurants chics. Alors nous irons quelque part que vous pouvez vous permettre. Votre choix, vos règles. Emily se tourne pour le regarder et Nathan la voit hésiter. Pourquoi devrais-je vous faire confiance? Parce que je vous le demande. Parce que l'homme que vous avez rencontré dans le jardin est toujours ici sous tout cela. Il gesticule vers son costume, et parce que je pense que vous êtes assez courageuse pour découvrir si ce que nous avons ressenti cette nuit-là était réel. Pendant un moment, le calme d'Emily craque et Nathan voit un éclair de la femme qui l'a embrassée, comme si le monde s'achevait. Puis elle redresse ses épaules et le regarde dans les yeux. Joe's Diner sur Melrose, 7 heures. Et Nate, elle s'arrête à la porte. Si vous vous présentez en costume à 1 000 $ et essayez de m'impressionner avec votre carte noire, je pars et puis elle est partie, laissant Nathan debout seul dans un bureau exigu, le cœur battant comme s'il venait de conclure la plus grande affaire de sa vie. Peut-être que oui. Nathan Brooks a affronté des conseils d'administration remplis d'investisseurs hostiles, des auditions du Congrès sur la responsabilité d'entreprise et des négociations de fusion qui pourraient me faire ou défaire des entreprises entières. Rien de tout cela ne l'avait préparé à rester devant le restaurant de Joe à 18h58, transpirant à travers un Henley gris uni et un jean foncé qu'il avait emprunté à son jeune frère Ryan. Le restaurant est exactement ce à quoi il s'attendait. Des enseignes néons, des banquettes en vinyle, et le genre de charme authentique taché de graisse qui ne peut être acheté ou reproduit. À travers la fenêtre, il peut voir Emily déjà assise dans une banquette d'angle, faisant défiler son téléphone tout en sirotant ce qui ressemble à du café. Elle porte un simple pull vert et a les cheveux détachés. Et elle est en quelque sorte plus belle que ce que sa mémoire avait réussi à capturer. « Tu peux le faire, se dit-il. Sois juste Nate. Souviens-toi comment être Nate. » Le problème, c'est qu'il n'est pas entièrement sûr de se souvenir qui était Nate avant qu'il ne devienne Nathan Brooks, PDG et forteresse émotionnelle professionnelle. La clochette au-dessus de la porte teinte alors qu'il entre, et Emily lève les yeux. Pendant une seconde, il voit la surprise vaciller sur son visage, probablement parce qu'il a réellement suivi son code vestimentaire avant qu'elle ne transforme son expression en une neutralité prudente. « Vous êtes venu, dit-elle alors qu'il se glisse dans la banquette en face d'elle. Vous pensiez que je ne viendrais pas? Je pensais qu'il y avait 50-50 chances que vous envoyiez votre assistante avec une excuse et un chèque pour couvrir mon dîner. » Nathan grimace. « Je mérite ça. » « Oui, vous l'avez mérité. » Mais le ton d'Emily manque de véritable mordant.
Et quand la serveuse apparaît, une femme d'une cinquantaine d'années aux yeux bienveillants et aux chaussures pratiques, Emily sourit réellement. « Salut, Linda. C'est Nate. Eh bien, bonjour, Nate. » Linda lui donne le genre de coup d'œil qui suggère qu'elle a tout vu et n'est pas très impressionnée. « Vous traitez bien notre Emily? »« J'y travaille, » dit Nathan honnêtement. Et quelque chose dans son ton doit sonner vrai, car Linda hoche la tête avec approbation. « Bonne réponse. Que puis-je vous servir, mes amis? » Emily commande le plat du jour du pain de viande comme si elle l'avait fait 100 fois auparavant. Nathan parcourt le menu laminé frénétiquement, réalisant qu'il n'a aucune idée de comment commander dans un endroit comme celui-ci. Tout semble étranger, non pas parce que c'est chic, mais parce que c'est si agressivement normal. « Je prendrai », commence-t-il, puis attrape Emily le regardant avec une expression illisible. « Que recommandez-vous? »« Le hamburger est bon, » dit Emily doucement. Joe les fait frais, jamais congelés. Un hamburger semble parfait. Après le départ de Linda, le silence s'étire entre eux comme une corde raide. Nathan réalise que c'est la première fois depuis des années qu'il est assis dans un restaurant dont il ne connaît pas le propriétaire, où il n'y a pas de menu soigneusement élaboré pour impressionner les clients, où il ne peut pas simplement commander l'habituel parce qu'il n'a aucune idée de ce à quoi l'habituel ressemble dans le monde réel. Alors Emily dit, brisant le silence, « Belle tenue. » Nathan regarde ses vêtements empruntés. « Ryan est mon frère, dit-il, et je cite, « Si tu te montres comme si tu étais sur le point de saisir son appartement, elle te jettera probablement son verre. » Frère intelligent. Il a ses moments. Nathan tripote son verre d'eau. C'est aussi lui qui m'a dit que j'étais un idiot à propos de toute cette histoire de café. Aussi intelligent Emily à ce sujet. Nate commence, mais elle lève une main. « Avant que vous ne recommenciez à vous excuser, puis-je vous demander quelque chose? N'importe quoi. Qu'avez-vous pensé qu'il allait se passer au café? Je veux dire, avez-vous pensé que je serais tellement ébloui par votre pourboire que je tomberais à vos pieds de gratitude? » La question frappe comme un coup de poing à l'estomac parce qu'elle est si proche de la vérité. Je ne sais pas ce que je pensais. Je n'ai jamais été dans une situation comme celle-là auparavant. Que voulez-vous dire? Je veux dire, je n'ai jamais eu à trouver comment parler à quelqu'un. Il fait une pause, cherchant ses mots. Quelqu'un qui m'importait après les avoir juste rencontrés. Dans mon monde, les relations sont des transactions, des partenariats commerciaux, des alliances stratégiques, des arrangements sociaux qui profitent aux deux parties. Emily se penche en arrière dans la banquette, l'étudiant. Cela semble épuisant. Ça l'est. Alors pourquoi le faire? Nathan envisage de mentir, de lui donner une réponse polie sur la responsabilité et l'héritage. Mais quelque chose dans la façon dont elle le regarde, curieuse mais pas critique, lui donne envie de dire la vérité, parce que c'est sûr, dit-il finalement. Parce que quand tout est une transaction, personne ne peut vraiment vous blesser. Ils peuvent vous décevoir professionnellement, mais ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas s'approcher suffisamment pour compter. Mais ce n'est pas vraiment vivre, n'est-ce pas? C'est juste exister. Je sais l'aveu sort plus doucement qu'il ne l'avait voulu. Je le sais depuis un certain temps maintenant, mais je ne savais pas comment changer ça. Puis je vous ai rencontré dans ce jardin, et pendant 20 minutes, je me suis souvenu ce que ça faisait d'être humain. L'expression d'Emily s'adoucit. « Nate, je ne suis pas bon à ça, » continue-t-il, les mots s'échappant comme un barrage qui se brise. Je n'ai fréquenté personne qui n'était pas, d'une manière ou d'une autre, connecté à mon monde des affaires depuis des années. J'ai une assistante qui gère mon emploi du temps, y compris ma vie personnelle. Je possède 5 voitures, mais j'ai dû demander à mon chauffeur où acheter des vêtements normaux. Je sais commander du vin qui coûte plus cher que le loyer de la plupart des gens. Mais j'ai juste paniqué en essayant de commander un hamburger. Vous sembliez bien gérer le mariage. Le mariage était du travail. Même quand je me cachais dans le jardin, je jouais toujours un rôle, étant toujours celui que je pensais devoir être. Il la regarde dans les yeux. Vous avez été la première personne depuis des années à voir au-delà de tout ça.
Linda arrive avec leur nourriture et Nathan est reconnaissant de l'interruption. Il a besoin d'un moment pour digérer ce qu'il vient d'admettre. Et d'après le regard sur le visage d'Emily, elle aussi. « Tout semble bon ici? » demande Linda. « Parfait, merci, dit Emily, mais elle regarde toujours Nathan avec une expression qu'il ne peut pas tout à fait lire. Ils mangent dans silence agréable pendant quelques minutes. Le hamburger est en fait excellent, simple, honnête, rien à voir avec les créations de gastronomie moléculaire auxquelles il est habitué. Il est à mi-chemin quand il réalise qu'Emily essaie de ne pas sourire. « Quoi? » demande-t-il. « Rien. C'est juste que vous mangez comme si vous aviez peur que le hamburger vous juge. » Nathan rit, se surprenant lui-même. « Je suis presque sûr que tout dans ma vie me juge. » Eh bien, le hamburger ne se soucie pas de votre portefeuille d'action. Bon à savoir. Il prend une autre bouchée. Plus détendu cette fois. C'est vraiment bon, en fait. Vous avez l'air surpris. Je le suis un peu. Je veux dire, je savais intellectuellement que la nourriture ordinaire pouvait être bonne, mais je n'ai pas mangé dans un endroit qui n'avait pas au moins une étoile Michelin depuis. Je ne me souviens honnêtement pas depuis combien de temps. Emily secoue la tête, mais elle sourit maintenant. C'est la chose la plus triste que j'ai jamais entendue. Ma vie est pleine de choses tristes quand on y regarde bien, telles que Nathan considère sérieusement la question. J'ai un appartement terrasse avec des fenêtres du sol au plafond donnant sur toute la ville, mais je ne me souviens pas de la dernière fois où j'ai réellement regardé la vue. J'ai une collection de vins valant plus que les maisons de la plupart des gens, mais je bois habituellement seul. Je peux acheter littéralement tout ce que je veux, mais je ne me souviens pas de la dernière fois où j'ai voulu quelque chose juste pour la joie de l'avoir. Qu'en est-il des amis, de la famille, des bonnes personnes de Ryan, de mes parents, des grognements de Nathan? Disons simplement qu'ils sont très investis dans l'héritage des Brooks et pas particulièrement intéressés par Nate la personne. Quant aux amis, eh bien, quand vous avez mon genre d'argent, il est difficile de savoir qui vous aime réellement et qui aime ce que vous pouvez faire pour eux. Emily pose sa fourchette, son expression sérieuse. C'est horrible. C'est la réalité. Non, c'est un choix. Sa voix est ferme, mais pas méchante. Vous choisissez de vivre de cette façon. Ce n'est pas si simple, n'est-ce pas? Emily se penche en avant. Nate, vous êtes entré dans mon petit café et m'avez traité comme si j'étais invisible parce que vous aviez peur. Mais ensuite, vous vous êtes présenté à mon immeuble de bureau parce que vous ne pouviez pas arrêter de penser à moi. Vous avez orchestré toute cette réunion d'affaires comme excuse pour me revoir. Ce sont des choix. Nathan la regarde, réalisant qu'elle a absolument raison. Quand êtes-vous devenu si sage? Quand j'ai commencé à travailler 3 emplois pour payer mes études au collège communautaire et appris que la vie est trop courte pour perdre du temps à faire semblant d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. 3 emplois. Emily hoche la tête. Café le matin, travail de comptabilité l'après-midi, et je fais de la comptabilité indépendante la nuit. Ce n'est pas glamour, mais c'est le mien. Vous savez, je construis quelque chose. Qu'étudiez-vous? Administration des affaires. Je veux ouvrir mon propre cabinet comptable un jour. Aider les petites entreprises qui ne peuvent pas se permettre les grands cabinets d'entreprise. Elle fait une pause. Comme le vôtre. Nathan sent quelque chose se tordre dans sa poitrine. Admiration mélangée à quelque chose qui pourrait être de l'envie. Vous avez un plan, un but, n'est-ce pas? Faire de l'argent. Faire plus d'argent. Ne laissez personne s'approcher suffisamment pour vous blesser. Nathan hausse les épaules. Pas vraiment inspirant. Alors changez-le, Emily. Vous ne comprenez pas. Non, vous ne comprenez pas. Ses yeux brillent d'une intensité soudaine. Vous avez des ressources dont la plupart des gens ne peuvent que rêver. Vous pourriez faire n'importe quoi, être n'importe quoi, aider n'importe qui. Au lieu de cela, vous êtes assis ici à vous plaindre parce que votre vie est vide. Ce n'est pas tragique, Nate. C'est du gaspillage. Les mots frappent comme une gifle, mais pas injuste. Nathan se penche en arrière,
digérant l'honnêteté brutale de cela. Vous ne retenez pas vos coups, n'est-ce pas? Devrais-je? Numéro. Il la regarde dans les yeux. Non, vous ne devriez pas. J'ai besoin d'entendre ça. Bien, parce que je n'ai pas fini. Emily fait signe à Linda pour plus de café. Vous voulez savoir ce que j'ai pensé quand je vous ai vu au mariage, avant que je ne sache qui vous étiez? Quoi? J'ai pensé que vous aviez l'air seul, pas triste, pas arrogant, pas mystérieux seul, comme si vous étiez entouré de gens, mais toujours complètement seul. Elle accepte la recharge de café avec un signe de tête de remerciement. Et quand nous avons parlé, quand nous nous sommes embrassés, vous vous êtes illuminé comme si vous aviez été somnambule pendant des années et vous vous étiez enfin réveillé. La gorge de Nathan se serre. Peut-être que je l'avais été. Non, arrêtez de somnambuler. Je ne sais pas comment. Emily tend la main sur la table et prend la sienne. Le contact est électrique, tout comme il l'était dans le jardin, mais plus chaud maintenant, plus réel. Commencez petit. Arrêtez de laisser les autres gérer votre vie. Prenez vos propres décisions. Faites quelque chose juste parce que vous le voulez, pas parce que c'est stratégique ou profitable ou attendu. Comme quoi, comme me demander à dîner sans en faire une réunion d'affaires d'abord. Nathan rit, surpris de se sentir tellement plus léger. Emily Carter, voudriez-vous dîner avec moi? Juste dîner. Pas d'ordre du jour, pas d'arrière-pensée. Juste parce que j'apprécie votre compagnie et que vous me donnez envie d'être une meilleure personne. Voyez, ce n'était pas si difficile. Emily lui serre la main. Et oui, j'aimerais ça, mais pas quelque part avec un sommelier. Et pas quelque part qui nécessite une réservation faite par votre assistante et à Nate. Le sourire d'Emily devient malicieux. La prochaine fois, vous m'appellerez vous-même. Rien de tout cela à me montrer sur mon lieu de travail. Si vous voulez me voir, demandez-le-moi comme une personne normale. Je peux faire ça. Nathan réalise qu'il tient toujours sa main et ne fait aucun mouvement pour la lâcher. Puis-je vous demander quelque chose maintenant? Allez-y. Pourquoi me donnez-vous une chance? Après tout, après la façon dont j'ai agi, pourquoi ne pas simplement me rayer comme un autre crétin riche et passer à autre chose? Emily est silencieuse pendant un long moment, son pouce traçant des cercles sur le dos de sa main. Parce que quand vous m'avez embrassé dans ce jardin, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. Et parce que sous toute cette armure que vous portez, je peux voir qui vous êtes vraiment. La question est, voulez-vous être cette personne? Nathan regarde leurs mains jointes, puis le visage d'Emily, ouvert, honnête, le défiant d'être meilleur qu'il ne l'a été. Il pense à son penthouse vide, à sa vie soigneusement gérée, à la façon dont il s'est senti dans ses bras il y a 3 nuits. Oui, dit-il doucement, je le veux, alors prouvez-le. Comment? Emily sourit et l'expression transforme tout son visage. Emmenez-moi quelque part où vous n'êtes jamais allé. Montrez-moi quelque chose de réel, quelque chose qui compte pour vous et qui n'a rien à voir avec Brooks Enterprises. Nathan se creuse la cervelle. Où va-t-il quand il n'est pas Nathan Brooks, PDG? La réponse honnête est nulle part. Mais alors il se souvient de quelque chose. Un endroit où Ryan l'a traîné il y a 2 ans, avant que leur père ne commence à le former pour le trône de l'entreprise. Il y a un endroit, dit-il lentement. Mais c'est un peu ridicule. Parfait. C'est une salle de jeu, une de ces salles rétro avec des flippers et Pac-Man. Ryan et moi y allions quand nous étions enfants avant. Il s'interrompt. Avant que vous ne deveniez Nathan Brooks au lieu de Nate. Oui. Emily se lève, le tirant avec elle. Alors, allons rencontrer Nate. Alors qu'il marche vers le comptoir pour payer, Nathan parvient à laisser Emily partager l'addition sans rendre la chose bizarre. Il ressent quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. L'anticipation, non pas pour un résultat commercial ou une victoire stratégique, mais pour le simple plaisir de passer du temps avec quelqu'un qui le voit comme plus qu'un compte bancaire sur pattes.
Emily, dit-il alors qu'ils sortent dans la douce soirée de L.A. Oui, merci pourquoi? Pour ne pas avoir abandonné sur moi avant même que je ne sache que j'étais perdu. Emily s'arrête de marcher et se tourne pour lui faire face entièrement. Les lumières néons du restaurant projettent une douce lueur sur son visage, et Nathan est de nouveau frappé par sa beauté. Ce n'est pas une beauté de couverture de magazine, mais réelle et chaleureuse et vivante d'une manière qui lui serre la poitrine. Nate, dit-elle doucement, vous n'êtes pas perdu. Vous avez juste fait un très long détour. Et puis elle l'embrasse là, sur le trottoir devant le restaurant de Joe, avec le trafic qui passe à toute vitesse et l'odeur de graisse de hamburger dans l'air. Ce n'est rien comme leur premier baiser. Celui-ci est une promesse, un début, une déclaration que peut-être les contes de fées peuvent arriver à des gens ordinaires après tout. Quand ils se séparent, Nathan réalise qu'il sourit plus largement qu'il ne l'a fait depuis des années. Alors, dit Emily, lui souriant en retour, vous êtes prête à vous faire battre au flipper par une fille qui a grandi dans des salles de jeu? Allez-y. Et pour la première fois depuis plus longtemps qu'il ne peut s'en souvenir, Nathan Brooks ne pense pas aux projections de marché ou aux réunions de conseil d'administration ou à maintenir sa réputation. Il est juste Nate tenant la main d'une fille qui le fait rire, marchant vers une salle de jeu où il va probablement perdre de manière spectaculaire à des jeux auxquels il n'a pas joué depuis des décennies. Il a hâte. La salle de jeu rétro est nichée entre un magasin de disques vintage et une laverie ouverte 24 heures sur 24 dans une rue que Google Maps a probablement oublié de mettre à jour. L'extérieur est une pure capsule temporelle de 1982. Des enseignes néon clignotantes faisant la publicité de jeux classiques et un paradis du flipper avec le genre d'enthousiasme agressif qui suggère que le propriétaire n'a jamais tout à fait accepté la fin de l'ère Reagan. Emily sourit alors qu'il s'approche de l'entrée. C'est parfait. Nathan, cependant, semble avoir des doutes. Je devrais probablement vous prévenir. Je n'ai pas été ici depuis environ 15 ans. Cela pourrait être différent de ce dont je me souviens. Différent comment? Plus petit, plus triste, peut-être condamné par le service de santé. Emily rit et le tire vers la porte. Venez, où est votre sens de l'aventure? Au moment où ils entrent, Nathan est frappé par une vague de nostalgie sensorielle si intense qu'elle le fait presque reculer. L'endroit n'a pas changé du tout. Le même tapis qui a connu de meilleures décennies. Le même mélange de bips électroniques et de rock classique. La même odeur de solution de nettoyage. Menant d'une bataille perdue contre des années d'enthousiasme adolescent accumulé. Wow! Emily respire, s'arrêtant juste à l'intérieur de l'entrée. Cet endroit est incroyable, elle n'a pas tort. La halle de jeu s'étend plus loin qu'il ne semble possible de l'extérieur. Des rangées de bornes d'arcade vintage brillant comme des hôtels électroniques. Pac-Man, Galaga, Street Fighter 2, Centipede. Tous les classiques sont là, amoureusement entretenus et acceptant toujours les pièces de monnaie comme si c'était 1985. À l'arrière, elle peut voir la section des flippers. Des machines alignées comme des soldats de chrome et de verre prêtes pour la bataille. Nathan Brooks, est-ce vraiment toi? Il se tourne pour voir un homme approcher de derrière le comptoir. La soixantaine, queue de cheval grise, portant un T-shirt Led Zeppelin délavé qui est probablement plus vieux qu'Emily. Son visage s'illumine d'un plaisir sincère alors qu'il reconnaît Nathan. Jimmy. La voix de Nathan se brise légèrement. Jimmy Castelli, le seul et unique gamin. Jimmy tire Nathan dans une étreinte d'ours qui écraserait probablement un homme moindre. Je me demandais quand tu montrerais de nouveau ton visage par ici. Ryan passe tous les quelques mois. Mais toi, mec, ça fait une éternité. Je sais, je suis désolé, le travail a été le travail. Jimmy fait un geste de la main dédaigneusement. Tu es là maintenant, c'est ce qui compte. Et qui est cette jolie dame? Emily Carter, dit-elle, tendant la main. Ravi de vous rencontrer, Jimmy Castelli, propriétaire et chef magicien de cet établissement magique.
Jimmy lui serre la main avec une approbation évidente. Tout ami de Nate est de la famille ici. Tu sais, ce gamin et son frère vivaient pratiquement d'ici quand ils étaient adolescents. Nate était le roi du flipper. Personne ne pouvait l'égaler sur Castle Quest. Emily lève un sourcil vers Nathan, qui prend une teinte impressionnante de rouge. Roi du flipper, c'était il y a longtemps, marmonne Nathan. Absurdité. Jimmy lui tape sur l'épaule. On ne perd jamais ses réflexes. Venez, laissez-moi vous installer tous les deux avec des jetons. Les premières heures y sont offertes. C'est le moins que je puisse faire pour un vieil ami. Alors que Jimmy s'affaire à chercher des jetons, Emily étudie le visage de Nathan. Il y a quelque chose de différent chez lui ici. Plus jeune en quelque sorte. Comme si le fait d'être dans cet espace avait effacé des années de conditionnement d'entreprise. Alors elle dit, le poussant du coude, roi du flipper, Ryan et moi venions ici tous les samedis. Nathan admet sa voix douce de souvenir. Papa pensait que c'était une perte de temps, mais maman nous déposait quand même. Disait que les garçons avaient besoin d'un endroit pour être juste des garçons. Qu'est-ce qui a changé? L'expression de Nathan s'assombrit. Papa a commencé à m'emmener au bureau le samedi à la place. A dit qu'il était temps que j'apprenne l'entreprise familiale. J'avais 16 ans. Emily ressent un pincement de sympathie. C'est jeune pour renoncer à son enfance. Les hommes Brooks n'ont pas d'enfance, dit Nathan, faisant inconsciemment écho à ce qui ressemble à une phrase familière. Nous avons des périodes de préparation. C'est horrible. C'est la réalité. Mais même en le disant, Nathan regarde la salle de jeu avec quelque chose comme de la nostalgie. J'adorais cet endroit. C'était le seul endroit où personne ne se souciait de mon nom de famille ou des attentes de mon père. J'étais juste Nate, le gamin qui pouvait réussir le bonus multiball sur Castle Quest 9 fois sur 10. Jimmy revient avec 2 seaux de jetons et un sourire qui suggère qu'il a tramé quelque chose. D'accord, vous deux, j'ai une proposition pour vous. Devrais-je m'inquiéter? Demande Emily. Ça dépend de votre compétitivité, dit Jimmy avec un clin d'œil. Voyez, nous avons une petite tradition ici. Quiconque peut battre le meilleur score de Nate sur Castle Quest obtient son nom sur le mur de la renommée et des jeux gratuits pendant 1 an. Emily regarde le mur derrière le comptoir où des dizaines d'initiales sont griffonnées au marqueur permanent, à côté de scores impressionnants. Tout en haut, en lettres estompées mais toujours lisibles, elle voit NBA 1,247,850,000. C'est votre score? Demande-t-elle à Nathan. C'était mon score il y a 15 ans. Toujours valable, dit Jimmy fièrement. Personne ne s'en est approché. Vous voulez tenter de défendre votre titre? Nathan hésite et Emily peut voir la bataille interne se dérouler sur son visage. L'exécutif d'entreprise qui n'a pas le temps pour des jeux frivoles fait la guerre avec l'adolescent qui a autrefois passé des samedis entiers à y perfectionner sa technique de flipper. Je ne sais pas, dit Nathan finalement. Cela fait si longtemps. C'est comme faire du vélo, insiste Jimmy. De plus, tu dois montrer à Emily de quoi tu es fait. Emily sourit. En fait, je pense que je vais tenter ce meilleur score moi-même d'abord. Donner à Nate ici une chance de se souvenir quel bout des flippers utiliser. Vous jouez au flipper? Nathan a l'air surpris. Mon père possédait un bar quand je grandissais. J'ai passé plus de temps sur les flippers que sur les équipements de terrain de jeu. Emily craque ses phalanges théâtralement. J'espère que vous n'êtes pas trop attaché à ce record. Jimmy rit avec délice. Oh, je l'aime déjà. Ça va être amusant. Il se dirige vers l'arrière de la salle de jeu où Castle Quest est installé dans toute sa gloire médiévale. La machine est une œuvre d'art, un plateau de jeu sur le thème du château, des rampes et des cibles complexes, et des effets sonores qui transportent les joueurs dans un monde de chevaliers et de dragons. Emily passe ses mains sur les côtés de la machine, sentant le poids et l'équilibre familier. « Vous êtes sûr de cela? » demande Nathan. Mais il y a de l'amusement dans sa voix maintenant. Cette machine est notoirement difficile. Est-ce de l'inquiétude que j'entends dans votre voix? Emily insère des jetons dans la fente. Peur que je puisse réellement battre votre score?
peut-être un peu. Emily se positionne à la machine, ressentant le frisson familier de la compétition. Des techniques spéciales que je devrais connaître. Juste de légers coups de pouce, dit Nathan, se plaçant à côté d'elle. Trop agressif, et vous inclinerez la rampe gauche et la clé pour accumuler les jackpots. Mais vous devez la chronométrer parfaitement quand le pont-levis est abaissé. Autre chose? Nathan fait une pause puis se penche plus près. Emily peut sentir la chaleur de son corps à côté d'elle, sentir ce subtil eau de Cologne qui la rend folle depuis le mariage. N'y pensez pas trop, dit-il doucement. Sentez juste le rythme de la machine. La première balle est lancée et Emily se souvient rapidement pourquoi elle est tombée amoureuse du flipper enfant. Il y a quelque chose de méditatif là-dedans, la façon dont il faut lire le mouvement de la balle, anticiper sa trajectoire, réagir avec un timing parfait. Sa première balle dure un respectable 4 minutes avant qu'elle ne la perde sur le côté droit. Pas mal, murmure Nathan. Vous avez de bons instincts, je me chauffe juste. À sa troisième balle, Emily a trouvé son rythme. Le score monte régulièrement alors qu'elle déclenche des bonus et construit des multiplicateurs. Elle peut entendre d'autres joueurs se rassembler derrière eux, attirés par le commentaire enthousiaste de Jimmy. « Regardez cette forme !» crie Jimmy. « Contrôle des flippers de Manuel. » Emily est profondément dans la zone maintenant. Le reste de la salle de jeu s'estompant. C'est ce qu'elle aime dans des jeux comme ça. La pure concentration, la façon dont tout le reste disparaît sauf la balle d'argent et le besoin de la garder en jeu. Quand elle vide enfin sa dernière balle, la machine éclate en effet sonore de célébration. Sainte vache! Quelqu'un derrière eux chuchote. Emily regarde l'affichage du score et sourit. 62 450 000. Pas assez pour battre le record de Nathan, mais assez respectable pour que plusieurs personnes commencent à applaudir. C'était incroyable, dit Nathan, et l'admiration dans sa voix est authentique. Où avez-vous appris à jouer comme ça? Des années de pratique et un père très patient, dit Emily. Reculant de la machine, votre tour, roi du flipper. Nathan s'approche de la machine comme s'il saluait d'un vieil ami. Ses mains trouvent leur position familière sur les boutons des flippers, et Emily peut voir la mémoire musculaire prendre le dessus malgré les 15 ans d'écart. C'est bizarre, admet-il. Bien, bizarre, mais bizarre. Prenez votre temps, crie Jimmy. La machine ne va nulle part. Nathan insère ses jetons et la première balle est lancée. En quelques secondes, Emily peut voir pourquoi il a détenu le meilleur score si longtemps. Ses mouvements sont fluides, presque artistiques. Chaque coup de flipper est précisément chronométré. Chaque coup de pouce juste assez pour influencer la balle sans risquer de l'incliner. Le score monte rapidement or qu'il déclenche le multiball et commence à construire vers les bonus majeurs. Mon Dieu! Emily respire le regardant travailler. Vous êtes incroyable à ça. Nathan la regarde avec un sourire rapide avant de reporter son attention sur la machine. Je m'entraînais pendant des heures. C'était mon évasion de tout le reste. Qu'est-il arrivé à cette version de vous? Il a grandi, dit Nathan, attrapant habilement la balle sur le flipper gauche et alignant un tir crucial. Ou du moins, il le pensait. La foule derrière eux s'est agrandie, attirée par le spectacle de regarder un maître à l'œuvre. Emily se retrouve hypnotisée non seulement par l'habileté de Nathan, mais par la transformation qu'elle voit dans lui. Ce n'est pas le PDG prudent et contrôlé qu'elle a rencontré au café, c'est quelqu'un de vivant, de présent, complètement absorbé par le moment. Multiball annonce la machine alors que 3 balles entrent en jeu simultanément. Les mains de Nathan bougent et un flou, gérant les 3 balles avec une combinaison d'habileté et d'instinct qui frise le surnaturel. Le score saute par énormes incréments. 200 millions, 300 millions, grimpant vers son ancien record à chaque tir réussi. Il va battre son propre record. Quelqu'un chuchote. Emily regarde le visage de Nathan, voit le moment où des années de stress d'entreprise et de contrôle prudent disparaissent complètement. Il ne pense pas aux réunions de conseil d'administration ou aux parts de marché
ou à maintenir son image. Il est juste Nate, complètement dans son élément, faisant quelque chose qu'il aime simplement pour la joie de bien le faire. Quand la balle finale est vidée et que la machine totalise le score final, toute la salle de jeu se tait un instant. Puis Jimmy se met à crier de joie et tout le monde se joint à lui. 1 248 920 000, crie Jimmy. Nouveau record maison. Nathan recule de la machine, l'air hébété. Je n'arrive pas à croire que je viens de faire ça. Croyez-le. Emily dit, le prenant dans ses bras dans une étreinte spontanée. C'était incroyable. Nathan la serre en retour, et Emily peut le sentir trembler légèrement d'adrénaline. Je ne me suis pas senti comme ça depuis des années, dit-il dans ses cheveux. J'ai oublié à quel point ça faisait du bien de faire quelque chose juste pour la pure joie. Eh bien, tu ferais mieux de t'en souvenir, dit Jimmy, s'approchant avec un marqueur permanent. Tu as un nouveau record à signer. Alors que Nathan ajoute ses initiales au mur de la renommée, NB 2024, Emily observe la façon dont ses épaules se sont détendues, la façon dont son sourire atteint ses yeux pour la première fois depuis qu'elle le connaît. C'est qui il est vraiment, réalise-t-elle. Pas le PDG poli ou l'homme d'affaires prudent, mais cette personne qui s'illumine quand il fait quelque chose qu'il aime. Alors, quoi maintenant? Demande Nathan alors qu'il s'éloigne de la machine. Vous voulez essayer d'autres jeux? Emily sourit. En fait, je pensais que nous pourrions nous attaquer à des classiques. Quand avez-vous joué à Pac-Man pour la dernière fois? Probablement le même jour où j'ai joué au Flipper pour la dernière fois. Eh bien, alors vous allez vous régaler. Juste un avertissement, cependant. Je suis aussi assez bonne à Pac-Man. Il passe les 2 heures suivantes à parcourir les plus grands succès de la salle de jeu. Nathan se révèle être un magicien à Galaga, tandis qu'Emily domine à Centipede. Ils font équipe pour certains jeux coopératifs, riant alors qu'ils échouent spectaculairement à coordonner leurs mouvements dans des jeux qui exigent du travail d'équipe. « Nous sommes terribles à ça », s'écrie Emily, regardant leur personnage mourir pour la 5e fois de suite. « Parlez pour vous », proteste Nathan, puis fait immédiatement courir son personnage dans un mur. « D'accord, nous sommes terribles à ça. » Au moment où ils ont épuisé leurs jetons, il est presque minuit. La salle de jeu s'est mostly vidée, sauf quelques joueurs acharnés et Jimmy qui les a regardés avec une approbation évidente. « Vous les enfants, vous êtes amusés? » demande Jimmy alors qu'il s'approche du comptoir. « Le meilleur genre d'amusement, » dit Emily honnêtement. « Merci de nous avoir laissé rester si tard. »« Hey, tu as ramené Nate à la maison. Ça vaut la peine de rester ouvert tard, pour ça. » Jimmy se tourne vers Nathan. « Tu ferais mieux de ne pas attendre encore 15 ans pour revenir. Tu m'entends? » « Je ne le ferai pas. » Nathan promet. Et Emily peut dire qu'il le pense. Merci Jimmy pour tout. À l'extérieur de la salle de jeu, la nuit de Los Angeles est fraîche et calme. Emily et Nathan marchent lentement vers l'endroit où la voiture de Nathan est garée. Une berline étonnamment modeste, plutôt que la voiture de sport voyante à laquelle elle s'attendait. La voiture de Ryan, explique Nathan quand il la remarque en train de regarder. La mienne est un peu trop voyante pour des endroits comme celle de Jimmy. Ran. Que conduisez-vous, une Tesla? Haut de gamme, toutes options, complètement stérile. Nathan fait une grimace. C'est comme conduire un appareil très coûteux. Emily rit. Vous avez vraiment des problèmes avec vos choix de vie, n'est-ce pas? Je commence à en avoir. Oui. Nathan s'arrête de marcher et se tourne pour lui faire face. Emily, ce soir, c'était « Je ne me souviens plus de la dernière fois où je me suis autant amusé. Juste du pur plaisir simple. » Bien. Vous en aviez besoin. J'avais besoin de vous, dit Nathan doucement, puis semble surpris de sa propre honnêteté. Je veux dire à ma vraie. J'avais besoin de quelqu'un pour me rappeler qui j'étais avant de devenir si effrayé d'être blessé que j'ai cessé d'être humain. Emily lève la main et touche son visage doucement. Nate, vous n'avez pas à choisir entre réussir et être heureux. Ce ne sont pas mutuellement exclusifs, n'est-ce pas? Selon mon expérience, votre expérience a été façonnée par la peur, interrompt Emily.
Et si vous essayez de prendre des décisions basées sur ce qui vous rend heureux au lieu de ce qui vous garde en sécurité, Nathan se penche vers son toucher. Je ne suis pas sûr de me souvenir comment être heureux. Alors nous le découvrirons ensemble. La promesse plane dans l'air entre eux, lourde de possibilités. Nathan scrute le visage d'Emily, cherchant des signes qu'elle ne le pense pas. Que tout cela est trop beau pour être vrai, mais tout ce qu'il voit est honnêteté, chaleur et quelque chose qui pourrait être l'amour commençant à éclore. Emily, dit-il doucement, je sais que c'est probablement trop tôt et je sais que je viens avec beaucoup de bagages, mais il prend une profonde inspiration. Je pense que je tombe amoureux de vous. Le sourire d'Emily illumine toute la rue. Nate Brooks, me demandez-vous de prendre ma chance avec vous? Je vous demande de prendre votre chance avec nous sur ce que cela pourrait devenir si nous sommes assez courageux pour essayer. Au lieu de répondre avec des mots, Emily l'embrasse. Ce baiser est différent de leur précédent. Plus profond, plus certain, plein de promesses et de possibilités. Quand ils se séparent, tous les deux respirent difficilement. Est-ce un oui? Demande Nathan. C'est un oui pour essayer, dit Emily. Mais Nate, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose. Je ne vais pas changer qui je suis pour vous. Je ne vais pas devenir une femme de PDG qui a bonne allure au gala de charité et garde ses opinions pour elle-même. Je ne voudrais pas que vous le fassiez, et je ne vais pas vous laisser redevenir cette personne vide et effrayée qui pense que l'argent peut remplacer la connexion humaine. Bien, dit Nathan, la surprenant. Ne me laissez pas me remettre en question quand je commence à agir comme Nathan Brooks, PDG, au lieu de Nate. Accord. Mais vous devez me promettre quelque chose en retour. N'importe quoi. Promettez-moi que vous continuerez à être cette personne. Emily dit, gesticulant vers la salle de jeu derrière eux. Celle qui s'enthousiasme pour le flipper et ne se soucie pas d'avoir l'air ridicule. Promettez-moi que vous ne le laisserez pas le monde des affaires l'engloutir de nouveau. Nathan considère cela sérieusement. Cela va être plus difficile que vous ne le pensez. Il y a beaucoup de gens qui ont un intérêt acquis à me garder comme Nathan Brooks, pas Nate. Alors nous trouverons comment équilibrer les deux. Mais Nate ne disparaît plus. D'accord, il est trop important. D'accord, Nathan accepte. Mais Emily, vous devriez savoir que sortir avec moi ne va pas être simple. Il y aura des paparazzis, des obligations professionnelles, des événements sociaux où les gens vous jugeront de ne pas venir de l'argent. Laissez-les juger, dit Emily farouchement. Je travaille pour tout ce que j'ai depuis que j'ai 16 ans. Je n'ai pas honte de qui je suis ou d'où je viens. Je sais que vous ne l'êtes pas. C'est l'une des choses que j'aime chez vous. Une des choses, Nathan sourit, et pour un instant, il ressemble exactement au garçon qui passait des samedis à maîtriser des flippers. Donnez-moi du temps. Je suis encore en train de comprendre toutes les raisons pour lesquelles je suis fou de vous. Alors qu'il traverse les rues calmes de Los Angeles, Emily observe le visage de Nathan à la lumière du tableau de bord. Il y a quelque chose de paisible chez lui maintenant. Quelque chose de posé qui n'était pas là avant. L'homme effrayé et solitaire du mariage est toujours là. Mais cette autre personne aussi. Quelqu'un qui peut rire de lui-même, qui peut se perdre dans des plaisirs simples, qui peut admettre quand il a tort et demander de l'aide pour changer. Où allons-nous à partir d'ici? Demande-t-elle alors qu'il s'arrête devant son immeuble. J'espérais que vous auriez quelques idées à ce sujet, admet Nathan. Je n'ai jamais fait ça avant. Fréquenter quelqu'un de réel, quelqu'un qui compte. Eh bien, pourquoi ne pas commencer par des choses normales, vous savez, comme de vrais rendez-vous que vous planifiez vous-même, des films, des dîners, dans des endroits qui ne nécessitent pas une vérification de crédit pour obtenir des réservations. Peut-être que je pourrais rencontrer Ryan un jour. Il adorerait ça. Il me dit depuis des années que j'avais besoin de quelqu'un pour me garder honnête. Frère intelligent. Le plus intelligent. Nathan tend la main et prend la sienne. Emily, merci pour quoi? Pour avoir vu quelque chose en moi qui valait la peine d'être sauvé. Emily détache sa ceinture de sécurité et se penche pour l'embrasser une fois de plus.
Nate, vous n'avez pas besoin d'être sauvé. Vous aviez juste besoin de vous souvenir de qui vous étiez déjà. Alors qu'elle monte à son appartement, Emily s'en instant la regarder partir. Quand elle atteint sa porte et se retourne, il est toujours là, et le sourire sur son visage est assez lumineux pour alimenter tout le bâtiment. À l'intérieur de son petit appartement, Emily s'appuie contre la porte et sourit comme une idiote. Il y a 3 jours, elle n'était qu'une fille travaillant 2 emplois et rêvant de quelque chose de mieux. Maintenant, elle sort avec un milliardaire qui pourrait bien valoir toutes les complications qui l'accompagnent. Son téléphone vibre avec un message d'un numéro inconnu. A passé un moment incroyable ce soir. Voudriez-vous dîner demain quelque part de normal? Mon choix cette fois. Nate, le roi du flipper. Emily répond. Seulement si vous promettez de ne pas chercher sur Google les meilleurs restaurants normaux d'abord. Sa réponse arrive immédiatement. D'accord. Je demanderai des recommandations à Ryan. Il est plus qualifié pour juger ce qui est normal que moi. Parfait. C'est un rendez-vous. C'est un rendez-vous, il confirme. Emily. Oui. Doux rêve. Emily pose son téléphone et se prépare à dormir. Mais le sommeil est la dernière chose à laquelle elle pense. Demain, elle va voir ce qui se passe quand Nate Brooks essaie de planifier un rendez-vous normal. Quelque chose lui dit que ça va être intéressant. Dans son penthouse de l'autre côté de la ville, Nathan regarde les lumières de la ville et ressent quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Une excitation authentique pour l'avenir. Pour la première fois depuis plus longtemps qu'il ne peut s'en souvenir, il a quelque chose à attendre avec impatience qui n'a rien à voir avec les rapports trimestriels ou les réunions de conseil d'administration. Il a Emily et peut-être, juste peut-être, il commence à se souvenir comment être heureux. Nathan Brooks se réveille à 5h30 du matin pour la première fois de sa vie d'adulte sans réveil. Au lieu de la peur habituelle qui accompagne la conscience, il ressent quelque chose d'étranger et de merveilleux, de l'anticipation. Aujourd'hui, il planifie son premier vrai rendez-vous, eh bien, peut-être de toute sa vie. Et il est terrifié de la meilleure façon possible. Il reste au lit quelques minutes, fixant le plafond de son penthouse ridiculement cher, pensant au défi d'Emily de la nuit dernière. Promettez-moi que vous continuerez à être cette personne, celle qui s'enthousiasme pour le flipper et ne se soucie pas d'avoir l'air ridicule. La personne qui peut rire de lui-même et admettre quand il a tort. Cette personne se sent fragile ce matin, comme un papillon nouvellement éclos qui pourrait ne pas survivre au premier vent fort. Mais Emily a vu quelque chose qui valait la peine d'être sauvé. Et peut-être que c'est suffisant pour commencer. Son téléphone vibre avec un message de Ryan. Entendu par la vigne. Tu as un rendez-vous chaud ce soir. Il était temps, grand frère. Nathan répond. Comment savais-tu déjà cela? Jimmy m'a appelé à minuit pour me dire que tu avais battu ton propre record et que tu avais ramené une fille qui pourrait être bonne pour toi. De plus, j'ai peut-être traqué votre position quand vous n'êtes pas rentré à 22 heures. Vieilles habitudes. Tu es terrible, je suis protecteur. Il y a une différence, Gouchard. Alors, quel est le plan pour ce soir? Nathan fixe son téléphone, réalisant qu'il n'a absolument aucune idée de quel est le plan. Il a promis à Emily un rendez-vous normal, son choix. Mais sa définition de normal et de normal réel sont probablement des univers à part. J'ai besoin d'aide, tape-t-il. Sans blague. Rejoins-moi chez Alice dans 1 heure. Nous allons te planifier un rendez-vous qui n'enverra pas cette pauvre fille courir vers les collines. Alice s'avère être un petit pub irlandais dans le quartier de Ryan, le genre d'endroit dont Nathan ne savait même pas l'existence à Los Angeles. Il est 7 heures du matin et d'une manière ou d'une autre, il sert déjà des petits déjeuners complets à ce qui semble être un mélange de travailleurs de nuit, de joggers matinaux et de personnes qui ne sont jamais allées se coucher. Ryan attend dans une banquette d'angle, l'air énervant de fraîcheur pour quelqu'un qui était apparemment debout jusqu'à minuit à prendre des appels concernant la vie amoureuse de son frère. À 25 ans, Ryan Brooks a réussi à éviter la plupart de l'endoctrinement d'entreprise de leur père par le simple expédient d'être l'héritier de rechange.
Il travaille comme photographe indépendant, vit dans un appartement normal et maintient le genre de confiance facile que Nathan a perdu quelque part vers son 16e anniversaire. Tu as l'air terrible. Ryan annonce joyeusement alors que Nathan se glisse dans la banquette. Merci. Vraiment? Ce dont j'avais besoin d'entendre ce matin? Quand as-tu dormi pour la dernière fois? Quel sommeil? Nathan accepte un café d'une serveuse qui l'appelle par son nom et ne semble pas reconnaître son visage des couvertures de magazines. Ryan, je n'ai aucune idée de ce que je fais. Je sais. C'est écrit sur ton visage. Ryan étudie son frère avec la même intensité qu'il réserve habituellement à encadrer la photo parfaite. Parle-moi d'elle, Emily. Nathan fait une pause, essayant de trouver des mots qui englobent tout. Emily, elle est réelle, complètement, authentiquement réelle. Elle travaille 2 emplois, va au collège communautaire, a des objectifs qui n'impliquent pas mon compte bancaire. Elle m'a appelé sur mon acte de robot corporatif et puis m'a embrassé quand même. Ça a l'air terrifiant. La chose la plus terrifiante qui me soit jamais arrivée. Ryan sourit. Bien. Tu as besoin de terrifiant. Tu as somnambulé à travers la vie pendant des années. Tout le monde me le dit parce que c'est vrai. L'expression de Ryan devient sérieuse. Nate, je t'ai vu te transformer en parfait clone corporatif de papa et ça me tue. Tu avais des opinions sur des choses qui n'étaient pas les cours des actions. Tu riais réellement. Pas ce rire poli d'exécutif que tu as perfectionné. Je sais. Nathan fixe sa tasse de café. Je me suis perdu en chemin. Emily me fait me souvenir de qui j'étais. Alors ne gâche pas ça. Un conseil utile, vraiment spécifique et exploitable. Ryan rit. D'accord, parlons logistique. Qu'est-ce qu'Emily aime faire pour s'amuser? Elle lit beaucoup. Elle a mentionné aimer les librairies et elle est compétitive. Tu aurais dû la voir à la salle de jeu la nuit dernière. Elle a presque battu mon record de flipper à sa première tentative. Intéressant. Quoi d'autre? Nathan repense à leur conversation. Elle est passionnée par les petites entreprises. Elle veut les aider avec leur comptabilité. Égaliser les chances contre les plus grandes entreprises. Elle est fière de s'être frayée un chemin à travers l'école. Elle valorise l'authenticité par-dessus tout. Et que voulez-vous lui montrer de vous-même? Que je ne suis pas juste un compte bancaire ambulant. Que je peux être normal. Que je vaux la peine de prendre un risque même si je viens avec beaucoup de bagages? Ryan hoche la tête pensivement. D'accord, j'ai une idée, mais tu vas devoir me faire confiance. Et tu vas devoir être d'accord pour te salir les mains. À quel point sale parlons-nous? Métaphoriquement sale. Probablement littéralement sale aussi, en fait. 2 heures plus tard, Nathan se retrouve devant la bibliothèque centrale de Los Angeles, tenant un panier de pique-nique que Ryan avait juré être infaillible, et portant des jeans qui lui appartenaient réellement pour la première fois depuis des années. Le plan de son frère avait semblé à la fois parfait et terrifiant lorsqu'il a été expliqué au petit déjeuner. Maintenant, en attendant l'arrivée d'Emily, cela semble juste terrifiant. Tu peux te le faire, marmonne-t-il pour lui-même. C'est juste un rendez-vous. Les gens normaux font ça tout le temps. Parler à soi-même est soit un signe de génie, soit une crise imminente, dit la voix d'Emily derrière lui. J'espère que c'est du génie. Nathan se retourne et sent son souffle se couper. Emily porte une simple robe d'été d'une couleur qui fait ressembler ses yeux à des émeraudes, et ses cheveux sont larges autour de ses épaules. Elle est belle d'une manière qui n'a rien à voir avec un style coûteux ou des vêtements de créateur, juste naturel, sans effort, réel. « Salut », dit-il, se sentant soudainement gêné. « Salut à toi. » Emily regarde la bibliothèque derrière lui, puis le panier de pique-nique dans ses mains. Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. Bien pas s'attendre ou mal pas s'attendre. Certainement bien, bien que je doive demander. Avez-vous planifié cela vous-même ou avez-vous engagé un consultant en rencontre? Nathan sourit timidement. Ryan a aidé, mais l'idée était la mienne. Je le jure. Quelle est exactement l'idée? Chasse au trésor littéraire suivi d'un pique-nique. J'ai pensé, puisque vous aimez les livres,
Il s'interrompt soudainement incertain. C'est stupide, n'est-ce pas? Nous pourrions aller quelque part de normal à la place, comme un restaurant où Nate. Emily pose sa main sur son bras, arrêtant son discours. C'est parfait. J'adore déjà. Vraiment? Vraiment? Bien que je doive vous prévenir, je suis très compétitive pour les activités liées aux livres. Je comptais sur ça. La Bibliothèque centrale de Los Angeles est un magnifique bâtiment qui réussit en quelque sorte à être à la fois grandiose et accueillant. Nathan l'a dépassé des centaines de fois, mais n'y est jamais entré, ce qui semble être une métaphore pour toute sa vie jusqu'à cette semaine. Bienvenue à la plus belle bibliothèque de LA, dit Emily alors qu'il monte les marches de l'entrée. Y avez-vous déjà été? Jamais. Sérieusement? Vous avez vécu ici toute votre vie et n'êtes jamais allé à la bibliothèque centrale? Nathan sent ses joues rougir. Mon éducation a été principalement assurée par des tuteurs privés et des écoles préparatoires d'élite. Ce genre d'espace public ne faisait pas vraiment partie de mon monde. Emily s'arrête de marcher et le regarde avec une expression qu'il ne peut pas tout à fait lire. Nate, c'est vraiment triste, je sais, mais aussi un peu excitant. Je peux vous montrer un de mes endroits préférés pour la première fois. L'intérieur de la bibliothèque est encore plus impressionnant que l'extérieur. Des plafonds vertigineux, de magnifiques peintures murales et plus de livres que Nathan n'en a jamais vus en un seul endroit. Emily se déplace dans l'espace comme si elle en était propriétaire, saluant les bibliothécaires par leur nom et naviguant dans les différentes sections avec une aisance exercée. « D'accord, » dit Nathan, sortant un morceau de papier que Ryan l'avait aidé à préparer. « Êtes-vous prête pour votre premier indice? Allez-y. Trouvez l'auteur qui a écrit sur un oiseau moqueur, puis cherchez la section où les détectives résolvent des crimes avec rien d'autre que leur esprit. » Le visage d'Emily s'illumine d'une joie compétitive. Harper, les sections de mystère. Trop facile. Elle part vers les rayonnages de fiction et Nathan la suit, admirant la façon dont elle se déplace avec détermination et confiance. Elle trouve la section mystère en moins de 2 minutes et commence à parcourir les étagères. Là, dit-elle, montrant une petite enveloppe glissée entre 2 romans d'Agatha Christie. C'est mieux que ce soit mon prochain indice, s'il vous plaît. Nathan récupère l'enveloppe et la lui tend avec panache. Votre prochain défi vous attend. Emily la déchire et lit. Où trouveriez-vous des informations sur le passé de la ville des anges? Et quelle section contient les histoires de ceux qui sont venus avant? Histoire locale et biographie, dit Emily immédiatement. C'est amusant. Avez-vous trouvé ces indices vous-même? Ryan a aidé, mais j'ai insisté pour qu'ils soient tous liés au livre. Nathan admet. Je voulais faire quelque chose qui aurait du sens pour vous. Mission accomplie. Ils parcourent la bibliothèque, suivant des indices qui les mènent de la poésie à la science-fiction au livre d'art. À chaque arrêt, Nathan observe Emily devenir plus animée, plus elle-même. Elle connaît la bibliothèque comme son propre quartier, discutant avec le personnel et signalant ses livres préférés en chemin. C'est mon sanctuaire, explique-t-elle alors qu'il cherche le 4e indice dans la section voyage. Quand le travail devient accablant ou que la vie semble trop compliquée, je viens ici. Les livres ne vous jugent pas sur votre compte bancaire et vos antécédents familiaux. Ils existent juste, attendant de vous raconter leurs histoires. Je ne pense pas avoir lu un livre pour le plaisir depuis des années, admet Nathan. Tout a été des journaux d'affaires et des analyses de marché. C'est tragique. Qu'aimiez-vous lire avant de devenir Nathan Brooks, PDG? Nathan repense, essayant de se souvenir. La science-fiction, en fait. Isaac Asimov, Philip K. Dick, Douglas Adams. J'adorais les histoires sur d'autres mondes, d'autres possibilités. Nous allons arranger ça. Emily déclare, après avoir terminé cette chasse au trésor, je vais vous choisir quelques livres. Le dernier indice les mène à la magnifique cour extérieure de la bibliothèque, où Nathan a mis en place la 2e partie de son plan. Une couverture est étendue sous un petit arbre avec le panier de pique-nique et un thermos de café en attente. « Comment avez-vous réussi cela? » demande Emily, regardant l'endroit isolé.
J'ai peut-être fait un petit don au fonds de rénovation des bibliothèques en échange de la permission d'utiliser cet espace, dit Nathan. Mais je jure que c'est le seul argent que j'ai jeté à ce rendez-vous. Un petit don. D'accord, un don de taille moyenne, mais ça va à une bonne cause et je voulais sincèrement soutenir la bibliothèque après avoir appris à quel point elle compte pour vous. Emily s'assied sur la couverture et tapote l'espace à côté d'elle. Qu'est-ce qu'il y a dans le panier? Nathan l'ouvre, révélant des sandwichs d'une charcuterie recommandée par Ryan, des fruits frais et des biscuits faits maison que la petite amie de Ryan, Olivia, avait insisté pour apporter. Rien d'extraordinaire, juste de la nourriture. C'est parfait. Emily prend la moitié d'un sandwich et l'examine, dinde et avocat sur pain au levain. Comment saviez-vous que c'est mon préféré? Coup de chance. Chloé, vous avez demandé à Chloé, n'est-ce pas? Nathan a l'air penaud. J'ai peut-être fait un saut au café ce matin et demandé des conseils. Elle a été très utile, aussi très menaçante quant à ce qui m'arriverait si je vous blessais. Emily rit. Cela ressemble à Chloé. De quoi vous a-t-elle menacé? Quelque chose impliquant une machine à expresso très chaude et des parties de mon anatomie que je préfère garder non ébouillantées. Elle vous aime bien, dit Emily, prenant une bouchée de son sandwich. Elle m'a dit ce matin que tout homme prêt à se présenter à 6 heures du matin pour demander des conseils relationnels pourrait en fait valoir la peine d'être gardé. Qu'en pensez-vous? Emily considère cela sérieusement. Je pense que vous essayez très fort d'être quelqu'un que vous n'êtes pas encore sûr d'être, mais je pense aussi que vous êtes prêt à apprendre, ce qui compte beaucoup. Il mange d'un silence confortable pendant un certain temps, observant les autres usagers de la bibliothèque aller et venir. Nathan se sent plus détendu qu'il ne l'a été depuis des années, assis sur une couverture au milieu de Los Angeles, avec une femme qui le fait rire et le met au défi d'être meilleur. « Puis-je vous demander quelque chose ?» dit Emily finalement. « N'importe quoi? Que se passe-t-il ensuite? Je veux dire, à long terme, vous êtes toujours le PDG d'une entreprise d'1 milliard de dollars. Je suis toujours une fille travaillant 2 emplois et allant au collège communautaire. Ce sont des différences de style de vie assez importantes. Nathan pose son café au café, reconnaissant le sérieux de la question. J'y ai pensé aussi. Et honnêtement, je n'ai pas toutes les réponses, mais je sais que je ne veux pas revenir à la façon dont les choses étaient avant de vous rencontrer. Qu'est-ce que cela signifie? En termes pratiques, cela signifie que je veux trouver comment équilibrer les deux parties de ma vie. Je ne peux pas simplement cesser d'être Nathan Brooks. Trop de gens dépendent de cette entreprise pour leur gagne-pain. Mais je ne peux pas non plus continuer à être seulement Nathan Brooks. Ce gars est misérable et solitaire et effrayé de tout ce qui est réel. Emily hoche la tête. Donc, vous devez trouver un moyen d'être les deux. Avec votre aide, peut-être si vous êtes prêt à supporter les complications. De quel genre de complications parlons-nous? Nathan prend une profonde inspiration. L'attention des médias. Probablement, les événements sociaux où les gens vous jugeront, les obligations professionnelles qui pourraient interférer avec nos plans, les membres de la famille qui auront des opinions sur vous qu'ils ne garderont pas pour eux. Vos parents, Emily confirme d'un air sombre. Mes parents. Nathan confirme. Ils vont détester ça. Ils avaient des vues sur quelques candidats appropriés d'autres familles riches. Ils ne vont pas comprendre pourquoi je choisirais quelqu'un en dehors de leur monde. Et comment vous sentez-vous à l'idée de les décevoir? Nathan est silencieux pendant un long moment, terrifié, mais aussi soulagé. J'ai passé toute ma vie d'adulte à essayer de vivre à la hauteur de leurs attentes, et ça m'a rendu malheureux. Peut-être est-il temps que je commence à faire des choix basés sur ce qui me rend heureux, au lieu de ce qui les rend fiers. C'est un grand pas, le plus grand. Mais Emily, être avec vous me donne envie d'être courageux. Vous me donnez envie de me battre pour quelque chose qui est à moi, pas quelque chose qui a été choisi pour moi. Emily tend la main et prend la sienne. Nate, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose. Je ne serai pas votre rébellion contre vos parents. Si nous faisons cela, si nous essayons vraiment de faire fonctionner cela,
Ce doit être parce que vous me voulez, pas parce que vous voulez prouver quelque chose. Il ne s'agit pas de rébellion, dit Nathan fermement. Il s'agit de choisir enfin quelque chose de réel plutôt que quelque chose de sûr. Et vous êtes sûr que je vaux les complications? Nathan lève leurs mains jointes et embrasse ses phalanges. Emily, vous valez tout. Les mots planent dans l'air entre eux, lourds de promesses et de possibilités. Emily étudie son visage, cherchant des signes de doute ou d'incertitude. Tout ce qu'elle voit est sincérité et quelque chose qui pourrait être l'amour grandissant d'heure en heure. D'accord, dit-elle finalement. D'accord, essayons ça. Voyons si nous pouvons y arriver. Mais Nate, j'ai des conditions. Nommez-les. Premièrement, plus de visites surprises à mon lieu de travail. Si vous voulez me voir, vous appelez ou envoyez un message comme une personne normale. Fait. Deuxièmement, je ne change pas qui je suis ou d'où je viens pour m'adapter à votre monde. Je suis fier de mes origines et je ne m'en excuserai pas. Je ne vous le demanderai jamais. Troisièmement, vous devez continuer à être Nate, pas seulement quand nous sommes seuls, mais autant que possible dans votre vie normale. Aussi, je suis tombée amoureuse du gars qui s'enthousiasme pour le flipper, pas du gars qui traite tout comme une transaction commerciale. Nathan hoche la tête. Sérieusement, ce sera le plus difficile, mais j'essaierai. M'aiderez-vous à me souvenir quand je commencerai à retomber dans le mode Nathan Brooks? Absolument. Je suis très bonne pour appeler les gens sur leur non-sens, j'ai remarqué. Nathan sourit. D'autres conditions? Juste une de plus. Quand cela deviendra difficile, et cela deviendra difficile, nous nous parlerons. Pas de fermeture. Pas de protection mutuelle des vérités difficiles. Si nous voulons faire fonctionner cela, nous devons être honnêtes sur tout. Je peux faire ça. Nathan fait une pause. En fait, dans l'esprit de honnêteté, il y a quelque chose que je devrais probablement vous dire. L'estomac d'Emily se serre. Quoi? J'ai peut-être déjà dit à Ryan qu'il pourrait vous rencontrer ce soir. Il prépare le dîner chez lui et il est très excité à l'idée de m'embarrasser devant quelqu'un qui m'importe. Emily rit, le soulagement l'envahit. C'est ce que vous craignez de me dire. Nate, j'adorerais rencontrer Ryan. Il semble vous garder ancré. Il le fait, parfois douloureusement. Nathan hésite. Êtes-vous sûr d'être prête pour ça? Rencontrer la famille est une sorte de grande étape. Vous plaisantez? J'étais curieuse de Ryan depuis que vous l'avez mentionné pour la première fois. De plus, je veux rencontrer la personne qui a aidé à planifier ce rendez-vous parfait. C'était parfait. Emily regarde autour de la cour de la bibliothèque les restes de leur simple pique-nique, au visage de Nathan plein d'espoir et d'incertitude. C'était parfait parce que c'était réel, parce que vous avez mis de la réflexion sur ce qui me rendrait heureuse au lieu de ce qui m'impressionnerait, parce que vous m'avez laissé voir plus de qui vous êtes vraiment. Bien, dit Nathan, se penchant plus près, parce que j'étais terrifié de tout gâcher. Vous n'avez rien gâché. Emily réduit la distance entre eux. Bien que je doive vous prévenir, si la cuisine de Ryan implique quelque chose de plus compliqué que des sandwichs, vous pourriez vouloir baisser vos attentes. Avertissement juste, noté. Ils rangent le pique-nique et reprennent le chemin de la bibliothèque, mais pas avant qu'Emily n'insiste pour montrer à Nathan ses sections préférées et lui emprunte une petite pile de romans de science-fiction à lire. Devoir, explique-t-elle alors qu'ils quittent le bâtiment. Si vous sortez avec un amateur de livres, vous devez vous souvenir comment lire pour le plaisir. Je commencerai ce soir, promet Nathan. Après le dîner avec Ryan, l'appartement de Ryan est exactement ce à quoi Nathan s'attendait. Un chaos artistique avec un sentiment sous-jacent de foyer que son propre penthouse stérile manque complètement. L'équipement photographique partage l'espace avec des meubles usés et les murs sont couverts des œuvres de Ryan, des photographies de rue qui capturent le vrai Los Angeles que la plupart des gens ne voient jamais. Emily. Ryan la salue d'un câlin chaleureux comme de vieux amis. Dieu merci, vous êtes réel.
Je commençais à penser que Nate vous avait inventé pour me faire me sentir mieux à propos de sa triste vie sociale. Merci, Ryan. Vraiment, tu renforces ma confiance ici, dit Nathan sèchement. C'est à ça que servent les petits frères. Ryan sourit impénitente. Emily, j'espère que vous aimez les pâtes parce que c'est fondamentalement la seule chose que je sais cuisiner qui ne soit pas brûlée ou pas assez cuite. Les pâtes sont parfaites, dit Emily à Mie, regardant l'appartement avec une appréciation évidente. Votre photographie est incroyable. Est-ce que du quartier des arts? Vous connaissez assez bien LA, dit Ryan, l'air satisfait. C'est d'une série que j'ai faite sur le renouvellement urbain et la gentrification, essayant de capturer les quartiers avant qu'ils ne soient complètement transformés. C'est beau et triste en même temps. Exactement ce que je visais. Ryan jette un regard significatif à Nathan. Je l'aime déjà. Pendant le dîner, qui s'avère être des pâtes étonnamment bonnes avec une sauce maison, Emily découvre une facette de Nathan qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Avec Ryan, il est plus détendu, plus disposé à rire de lui-même. Les frères ont une relation facile construite sur des années d'expérience partagée et d'affection mutuelle. Parlez-moi de Nate, enfant, dit Emily, pointant sa fourchette vers Ryan. Je parie que vous avez d'excellentes histoires embarrassantes. Oh, si j'en ai. Les yeux de Ryan s'illuminent de malice. Vous a-t-il parlé de sa brève phase de magicien en herbe, Ryan? Nathan prévient qu'il avait 12 ans et qu'il s'était convaincu qu'il allait être le prochain David Copperfield. A passé tout un été à pratiquer des tours de cartes et à essayer de faire disparaître des choses. Ça a l'air adorable, dit Emily, souriant au malaise évident de Nathan. Ça l'a été jusqu'à ce qu'il essaie de faire disparaître la Rolex de Papa pendant un dîner. Il s'est avéré que ses compétences magiques n'étaient pas tout à fait à la hauteur pour la faire réapparaître. Nathan se couvre le visage avec ses mains. Je n'arrive pas à croire que tu lui racontes ça. Combien de problèmes a-t-il eu? Demande Emily. Disons simplement que c'était la fin de la carrière magique de Nate, dit Ryan diplomatiquement. Papa m'a fait passer le reste de l'été à travailler au bureau pour apprendre la responsabilité, ajoute Nathan. J'avais 12 ans à classer des papiers et à répondre au téléphone. Le sourire d'Emily s'efface. C'est affreux. Vous n'étiez qu'un enfant. Les hommes Brooks ne peuvent pas être juste des enfants, dit Ryan doucement, faisant écho aux mots de Nathan de la nuit précédente. Papa avait des idées très spécifiques sur la façon dont nous devions passer notre temps. C'est pourquoi vous êtes devenu photographe au lieu de rejoindre l'entreprise familiale. Ryan hoche la tête. J'ai appris tôt que la seule façon de rester sain d'esprit dans cette famille était de me tailler quelque chose qui était entièrement à moi. Nate n'a pas eu cette chance. Et être l'héritier désigné signifiait qu'il recevait le traitement complet. Emily regarde Nathan avec une nouvelle compréhension. Pas étonnant que vous vous soyez perdu pendant un certain temps. J'ai fait des choix, dit Nathan. J'aurais pu me battre, aurais pu insister pour faire les choses différemment. Auriez-vous pu? Ryan défie doucement. Nate, vous aviez 16 ans quand papa a commencé à vous préparer à prendre la relève. Ce n'est pas vraiment assez vieux pour monter une rébellion réussie contre quelqu'un comme notre père. Comment est-il? Demande Emily. Votre père? Les frères échangent un regard avant que Ryan ne réponde. Brillant, réussi, complètement impitoyable quand il s'agit d'obtenir ce qu'il veut. Il a construit Brooks Enterprises de zéro et c'est le travail de sa vie. Il voit Nate comme la continuation de son héritage. Et votre mère? Maman est compliquée, dit Nathan soigneusement. Elle nous aime, mais elle est aussi complètement dévouée à papa et à sa vision de ce à quoi nos vies devraient ressembler. Elle ne va pas comprendre pourquoi je choisirais quelqu'un qui ne correspond pas à leur idée d'une épouse Brooks convenable. Emily pose son verre de vin. Êtes-vous en train de me préparer à les rencontrer? Éventuellement, peut-être, si vous êtes assez courageuse. Je ne suis pas courageuse, dit Emily honnêtement. Mais je suis têtue. Et s'ils comptent pour vous, alors je veux essayer de les comprendre. Ryan lève son verre à Emily Carter, qui pourrait bien être assez courageuse pour sauver mon frère de lui-même.
À Emily, Nathan accepte, faisant teinter son verre contre le sien, qu'il a déjà fait. Plus tard, alors qu'ils retournent à la voiture de Ryan, Emily est silencieuse et pensive. Un sou pour vos pensées, dit Nathan, juste en train de digérer, répond Emily. Votre situation familiale est plus compliquée que je ne le pensais. Avez-vous des doutes? Emily s'arrête de marcher et se tourne pour lui faire face. Nate, j'ai eu des doutes depuis le moment où je vous ai rencontré. Pas à propos de vous, mais à propos de savoir si je suis assez forte pour gérer votre monde. Et j'ai décidé que la seule façon de le savoir est d'essayer. Mais j'ai besoin que vous me promettiez quelque chose. Quoi? Promettez-moi que quoi qu'il arrive avec vos parents ou votre entreprise ou les médias ou toute autre complication qui surgira, vous ne reviendrez pas à être cette personne effrayée et solitaire qui traite tout comme une transaction. Nathan prend ses mains dans les siennes. Je promets. Mais Emily, j'ai besoin que vous me promettiez quelque chose aussi. Nommez-le. Promettez-moi que vous ne laisserez pas mon monde changer qui vous êtes. Restez têtu. Continuez à me dire mes bêtises. Ne laissez personne vous faire sentir que vous n'êtes pas assez bonne parce que vous êtes plus que suffisamment bonne. Vous êtes tout. Emily se lève sur la pointe des pieds et l'embrasse lentement et doucement et pleine de promesses. Je vous aime, dit-elle quand ils se séparent. J'aime Nate. Et je pense que je pourrais même apprendre à tolérer Nathan Brooks, PDG, tant qu'il ne prend pas complètement le dessus. Je vous aime aussi, dit Nathan, et il le pense plus qu'il n'a jamais rien pensé dans sa vie. Les deux versions de vous, la femme forte et indépendante qui n'a besoin de personne et la partie de vous qui est prête à prendre une chance sur nous. Alors, que se passe-t-il maintenant? Nathan regarde autour de la rue tranquille de Los Angeles, l'immeuble de Ryan derrière eux, le visage d'Emily dans la douce lumière de la rue. Il y a un mois, sa vie était complètement prévisible. Réunions de conseil d'administration et dîners d'affaires et obligations sociales soigneusement gérées. Maintenant, il est amoureux d'une femme qui remet en question tout ce qu'il pensait savoir sur lui-même. Et l'avenir semble plein de possibilités au lieu de résultats prédéterminés. Maintenant, nous le découvrons au fur et à mesure, dit-il. Ensemble, Emily est d'accord. 3 mois plus tard, Nathan Brooks fait la une des journaux lorsqu'il annonce des changements majeurs à la structure corporative de Brooks Enterprises, y compris une nouvelle initiative pour fournir des services de comptabilité gratuits aux petites entreprises et une augmentation significative des avantages sociaux des employés. La presse économique qualifie cela de mouvement audacieux qui pourrait révolutionner la façon dont les grandes entreprises interagissent avec leur communauté. Emily Carter ne fait pas la une des journaux, mais elle est là en arrière-plan, aidant à planifier le programme pour les petites entreprises et à garder Nathan ancré lorsque la pression du changement menace de le submerger. Elle est également là au premier plan, ayant emménagé dans le penthouse de Nathan et l'ayant transformé d'un lieu d'exposition stérile en quelque chose qui ressemble réellement à un foyer. Le dîner de famille Brooks, où Nathan a présenté Emily à ses parents, a été aussi difficile que prévu. Mais Emily a tenu bon, répondant aux questions pointues sur ses antécédents avec dignité et faisant comprendre qu'elle n'allait nulle part. Le père de Nathan n'a toujours pas tout à fait pardonné à son fils d'avoir choisi l'amour plutôt qu'une alliance stratégique, mais Nathan trouve qu'il se soucie moins de l'approbation de son père qu'il ne le pensait. La prédiction de Ryan selon laquelle Emily sauverait Nathan de lui-même s'avère n'être qu'à moitié juste. Elle ne le sauve pas. Elle l'aide à se sauver lui-même, un choix authentique à la fois. En retour, Nathan aide Emily à lancer son propre cabinet comptable 6 mois avant la date prévue, utilisant ses relations et ses ressources pour lui donner le genre de départ dont la plupart des entrepreneurs ne peuvent que rêver. La salle de jeu de Jimmy reçoit une nouvelle machine Castle Quest donnée anonymement, mais signée des initiales NB et EC. Le record de meilleur score s'élève à 1,450 milliard, un effort conjoint qui leur a pris 3 heures et a abouti à une célébration de victoire épique impliquant pizza, bière bon marché et un trophée de fortune fabriqué à partir d'une vieille pièce de flipper.
Chloé travaille toujours chez Brewhaven, mais elle est maintenant aussi la gérante officieuse grâce au prêt commercial qu'Emily l'a aidé à obtenir grâce au nouveau programme pour les petites entreprises de Brooks Enterprises. Elle s'attribue le mérite de la relation entre Nathan et Emily, affirmant que ses menaces de brûlure à la machine à espresso ont été le catalyseur qui lui a fait réaliser qu'il ne pouvait pas vivre sans Emily. Et parfois, quand le travail devient trop compliqué ou que la pression d'équilibrer deux mondes devient écrasante, Nathan et Emily s'éclipsent toujours à la bibliothèque centrale. Ils étendent une couverture dans la cour, partagent des sandwichs de la même charcuterie et se souviennent que les meilleures choses de la vie sont souvent les plus simples. Le conte de fées, il s'avère, ne concerne pas un milliardaire qui emporte une fille de la classe ouvrière. Il s'agit de deux personnes assez courageuses pour être réelles l'une avec l'autre, même quand le réel est désordonné et compliqué, et ne ressemble pas toujours à ce que tout le monde attend. Mais encore une fois, les meilleurs contes de fées habituels